Ok, bonjour tout le monde. Première chose, c'est est-ce que j'ai besoin d'utiliser le micro dans cet amphi? Merci, parce qu'en fait, c'est pas très pratique pour moi de rester comme ça pendant 1h20. Ok, je vais reprendre là où on s'était arrêté mercredi. Donc, on est sur le sujet de l'attachement et d'entrée des virus. Et une approche technique qui est très utile pour beaucoup de virus différents, c'est l'utilisation non pas du virus infectieux en entier, mais de ce qu'on appelle les pseudotypes. Alors un pseudotype, c'est quoi? C'est une particule virale qui incorpore les glycoprotéines d'enveloppe d'un virus et qui à l'intérieur ne code pas pour tout le génome viral, mais éventuellement un gène rapporteur. Et un des... bon, enfin, ça c'est une façon de le voir, mais enfin, la définition classique d'un pseudovirus, c'est une particule virale dans laquelle on a incorporé la glycoprotéine d'enveloppe d'un autre virus. Mais une des plateformes qui est très utilisée pour ça, ce sont les particules des rétrovirus dans lesquelles on incorpore les glycoprotéines d'enveloppe d'autres virus. Et le système marche un petit peu comme ceci, c'est-à-dire que si on a 3 plasmides avec comme insert ici un insert qui code pour les régions LTR qui sont aux extrémités du génome du antivirus. Mais à l'intérieur, on a un gène codant pour la GFP ou un autre gène rapporteur. Notre deuxième plasmide, elle a un promoteur ici, un signal d'ajout de séquence poly A. Et l'insert ici, ce sont des séquences des polyprotéines GAG et POL. Et ces régions dans le génome d'un rétrovirus codent pour les protéines de capsid et les protéines impliquées dans la réplication des virus. Et notre troisième plasmide code pour une glycoprotéine d'enveloppe. Donc si on co-transfecte ces 3 plasmides dans une lignée cellulaire, chaque cellule transfectée va exprimer les 3 plasmides différents. Donc, ce qui va se passer, c'est que les protéines de capsid et les protéines impliquées dans la réplication de notre virus sont exprimées ici. On aura une glycoprotéine d'enveloppe exprimée à partir de ce plasmide-là. Et donc, les deux choses ensemble permettront de faire produire des particules virales par la cellule transfectée. Mais ce qui rentrera dans la cellule transfectée sera la séquence codant pour le gène rapporteur sur le troisième plasmide. Donc, on a la production de particules virales qui ont non pas un génome viral à l'intérieur, mais quelque chose qui code pour un gène rapporteur. Et à la surface, on a la glycoprotéine d'enveloppe du virus qu'on a choisi. Et ensuite, si on purifie ces particules virales, on les utilise pour infecter d'autres types cellulaires. Bon, on va voir si la glycoprotéine d'enveloppe permet de rentrer dans ce type cellulaire, c'est-à-dire que notre cellule exprime le récepteur qui interagit avec ces glycoprotéines d'enveloppe, ou alors, dans ce cas-là, on aura l'expression de notre gène rapporteur. Donc ce système, donc ça a l'air compliqué, pourquoi on fait ça? Parce que ça permet de travailler avec des virus qui sont difficiles à cultiver ou alors qui sont très pathogènes. Donc, si on veut savoir quel est le récepteur du virus Ebola Zaïre, c'est un virus qui est hautement pathogène. Il faut travailler avec en condition de biosécurité BSL4. Il n'y a qu'un seul laboratoire en France de BSL4. Or, avec un système de pseudotype, le niveau de biosécurité, c'est plutôt BSL2. Donc, on peut faire des manips et avancer un peu plus facilement.
Donc ça, c'est le système. Alors, pour voir si tout le monde a compris ça, je vous propose cet exemple. Et je vais... Attends. Donc, quels sont les choix? Alors, le choix, c'est ça. Réfléchissez un petit peu ensemble et je vous propose cette question. Oui. Attends, j'ai pas démarré le truc. Excusez-moi. Normalement, c'est ouvert là. Okay. C'est ça, j'ai pas pris. Oui. Oui, c'est polymérase, en fait, ce sont les enzymes impliquées dans l'implication des rétrovirus. GAG, ce sont les protéines de capside. Ah ouais, en effet. Ok, c'est pas mal ça. Donc pour les réponses qui ont été envoyées, très largement, c'est la réponse A qui est plébiscitée. C'est la bonne réponse. Ok, donc c'est la réponse A parce que à la surface, on a la glycoprotéine d'enveloppe du virus de l'hépatite C. C'est ça, E1, E2, ce sont les glycoprotéines d'enveloppe du virus de l'hépatite C. À l'intérieur, le gène, enfin, au lieu d'avoir le génome, on a cette construction-là permettant l'expression de la luciférase. Et les protéines de capside viennent d'ici, les protéines GAG. Donc, ce qui est mon hexagone bleu, c'est ça. Donc, c'est la réponse A. Et alors, quel sera le gène exprimé par les cellules infectées par ces particules-là? Il faut faire ça à main levée, peut-être, parce que... Est-ce que c'est A, GAG? Est-ce que c'est B, la luciférase? Oui, c'est ça, c'est B. Okay. Parce que ce qu'on a à l'intérieur de la particule code pour la luciférase. OK. Alors, tout ça, c'est pour vous présenter les résultats d'une expérience publiée il y a bien longtemps maintenant, où on essaye d'identifier le récepteur pour le virus de l'hépatite C, qui à l'époque était impossible à cultiver.
Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va tester les deux types de particules virales. Avec le côté d'enveloppe 1 et 2 du virus hépatite C, l'autre du P120 du VF. Et on va tester l'infectivité de ces pseudotypes sur une hépatocytaire, donc qui devrait être infectable par le virus hépatite C, et une lignée qui exprime le CD4 récepteur pour VF. Et on a les deux résultats ici. Donc on a trois différents trucs, là, trois différents types de pseudovirus avec des symboles différents. Alors quel symbole correspond à quel pseudovirus? Attends, je démarre, réfléchir à ça, puis j'ouvre la question. Ok, pas mal, pas mal. Alors, quelles sont les réponses ici? Voilà, globalement, vous avez choisi la réponse 3. Deuxième position, la réponse 2. Et les deux autres choix, moins populaires. Je crois que c'est 3 qui est la bonne réponse. Alors, pourquoi ça? Donc, il faut déjà être capable d'identifier les symboles qui sont un peu petits. Mais une chose que l'on voit, c'est que ça, c'est notre base de pseudovirus qu'on a dedans. Et ici, ça, c'est le signal expression de luciférase, donc la quantité de l'infection que l'on a. Donc, plus on a de virus, plus on a d'infection, en quelque sorte. Sauf que pour le symbole en blanc, ces pseudovirus-là n'infectent ni le HOF7 ni le CD4. Ça n'affecte personne. Donc ça, c'est le plasmide vide, c'est le témoin nègre, ça. Donc les carrés blancs, c'est le plasmide vide parce que le pseudotype n'infecte ni l'un ni l'autre de ces deux types cellulaires. Donc ça, c'est... Donc, du coup, on est entre la réponse B et la réponse C, parce que le blanc, ici, ça c'est le témoin nègre. Ensuite, le triangle, ça s'infecte, ce type de pseudovirus infecte la lignée hépatocytaire, mais pas la lignée qui est sous le CD4. Et pour le symbole noir et rond, c'est l'inverse. Donc du coup, le pseudotype triangle
est capable d'infecter des hépatocytes. Donc, il doit avoir à sa surface la glycoprotéine d'enveloppe d'un virus qui infecte des hépatocytes, donc le virus de l'hépatite C. Donc, c'est pour ça que la bonne réponse est la réponse C. D'accord? Les glycoprotéines d'enveloppe du virus de l'hépatite C à la surface de la particule. Et du coup, c'est pour ça que ce pseudotype infecte les hépatocytes et n'infecte pas les cellules qui expriment la CD4. D'accord? Donc ça, c'est un peu comme ça que le système marche. Donc pourquoi on fait ça? Après, maintenant, on a cette lignée cellulaire qui est non susceptible au virus de l'hépatite C, mais on a une autre lignée et on sait que cette lignée exprime le récepteur. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire une banque d'ADN-C à partir de cette lignée-là, le transcripter dans notre lignée HOS et voir quel clone transcripté permet de soutenir l'infection par notre pseudotype avec E1, E2. Et comme ça, on peut espérer cloner le récepteur d'entrée pour le virus de l'hépatite C. Ok, donc ça c'est le système de pseudotype, très utilisé pour étudier l'attachement et l'entrée pour beaucoup de virus différents. Ok, donc ça c'était un peu technique, comment on identifie les récepteurs. Donc maintenant on va regarder quelques interactions récepteurs-glycoprotéines d'attachement et comprendre les mécanismes d'entrée pour un ou deux ou quelques virus enveloppés et un ou deux virus non enveloppés. Alors, pour les virus enveloppés, le grand exemple classique, c'est le virus de la grippe, qui est un orthomyxovirus. Donc, les orthomyxovirus, ce sont des virus enveloppés avec un génome en ARN brun moins, avec un génome segmenté. C'est-à-dire que au lieu d'avoir tous les gènes du génome viral codés sur une seule molécule d'ARN, en gros, à l'intérieur de la particule virale, on trouve 8 segments d'ARN complexés avec la protéine de nucléocapside. Et globalement, chaque segment d'ARN code pour un gène du virus. Donc ça, c'est notre génome. Et la particule virale est relativement simple. Donc, protéine de nucléocapside qui est associée avec l'ARN. Les sur le petit rond en jaune, c'est la protéine de matrice. On a la protéine mineure de matrice qui forme une sorte de pan, ici une sorte de petite brosse noire ici. Et à la surface de cette particule, on a deux glycoprotéines de surface. La neuraminidase, qui est impliquée dans la libération des particules virales, et l'hémagglutinine, qui est la glycoprotéine d'attachement et d'entrée. Alors, chez les orthomyxovirus, on a trois espèces de virus de la grippe qui infectent l'humain et des pseudovirus qui infectent plutôt les arthropodes. Bon, humains plutôt qui infectent les vertébrés, tu devrais dire. Que les virus de la grippe A et B provoquent des infections symptomatiques. Le virus de la grippe C semble totalement inoffensif. Alors, l'hémagglutinine, sa structure s'exprime en forme de trimère à la surface des particules virales. Et si on regarde un monomère d'hémagglutinine, on voit qu'elle est composée de deux polypeptides distincts, polypeptide H1 qui font la tête globulaire de la protéine, et une sorte de tige allongée avec une structure en hélice enfin qui forme le polypeptide H1-2. Alors, la fonction d'attachement sur le récepteur est apportée par le domaine HA1. Donc, on a un site de fixation sur H1, H1,
qui permet au virus de se lier à l'acide cyanique, qui est son récepteur glycanique. Alors, la fonction de la glycoprotéine HA2, c'est de médier l'entrée du virus. Ce type de structure d'une glycoprotéine d'enveloppe avec une tête globulaire impliquée dans l'attachement et une tige en hélice alpha impliquée dans la fusion membranaire est une organisation partagée par plusieurs glycoprotéines d'enveloppe de différents virus. Donc c'est le cas pour le virus paradoxe et de façon plus large tous les ortholyxovirus. C'est vrai pour les lentivirus, ou d'ailleurs les rétrovirus. Les glycoprotéines d'enveloppe, par exemple pour le VIH, la tête globulaire, on peut le découper en deux peptides distincts. Le GP120 illustré ici, qui se fixe sur le récepteur, et le GP41 qui porte à l'intérieur qui est responsable de l'entrée du virus. Et c'est aussi vrai pour les coronaviridae. La glycoprotéine de Spike est découpée en deux polypeptides distincts, S1 qui se fixe sur le récepteur et S2 qui est responsable de l'entrée du virus. Donc ce type d'organisation assez conservé chez différentes familles de virus enveloppés. Globalement, pour le virus de la grippe, comment ça marche son entrée dans une cellule? Bon, le virus va s'attacher sur les acides sialiques à la surface de la cellule. Ensuite, la particule virale sera internalisée par l'endocytose. Ensuite, la maturation de l'endosome va entraîner une diminution du pH à l'intérieur de l'endolysosome. Et c'est cette acidification qui va entraîner une modification de la conformation du domaine HA2. Et c'est ça qui permettra la fusion entre la membrane de l'endosome et l'enveloppe, le bicouche lipidique qui forme l'enveloppe du virus. Et du coup, tout ce qui est à l'intérieur de la particule virale, les différents segments en ribonucléoprotéines, peuvent être livrés dans le cytoplasme de la cellule infectée. Donc, cette étape de fusion membranaire, c'est quelque chose qui doit être accompli par n'importe quel virus enveloppé pour faire entrer son contenu dans la cellule infectée. Alors, comment ça marche, la fusion membranaire? Et effectivement, c'est un processus qui a été compris pour la première fois en étudiant le virus de la grippe. C'est pour ça que c'est le grand modèle classique. C'est une combinaison d'approches un peu d'études biochimiques et structurales qui nous ont permis de comprendre comment ça marche. Donc, dans la forme initiale de notre protéine HA2, on a des hélices alpha qui sont repliées sur elles-mêmes. Donc, si on revient un petit peu, on a deux hélices alpha ici dans la HA2, qui sont l'une à côté de l'autre. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la forme préfusion. Non, mais je te t'appelle. C'est ce qu'on appelle la forme préfusion de la protéine HA2, avec les deux domaines, deux hélices alpha côte à côte. Et donc ça, c'est un peu comme une sorte de ressort qui est compacté. Alors, ce qui va se passer, c'est que la diminution de pH va permettre à ce ressort de s'allonger. Donc, les deux domaines d'hélice alpha vont passer d'une conformation comme ça à un truc comme ça. D'accord? Et cet changement de conformation va projeter les peptides hydrophobes qui sont illustrés ici en vert, normalement qui sont cachés dans la forme préfusion, mais ces peptides hydrophobes vont se retrouver projetés dans la membrane de l'endolysosome de la cellule. Ensuite, cette structure-là s'avère être très instable. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que
cette structure va se replier sur elle-même. Et en ce faisant, ça va entraîner la membrane de l'endolysosome ici à proximité de l'enveloppe virale. Et cette proximité avec des peptides hydrophones encastrés dans la membrane ici et les domaines transmembranaires de l'hémoglobine H2 dans l'enveloppe du virus, ça va permettre la fusion de ces deux membranes. Et une fois que l'on a cette situation-là, on a une sorte de continuité entre le cytoplasme de la cellule ici et l'intérieur de la partie virale. Alors, on a compris ce mécanisme de fusion membranaire d'abord chez le virus de la grippe, et ensuite, on se rend compte que beaucoup de virus emploient à peu près le même mécanisme. Donc, tous les virus qui possèdent une glycoprotéine enveloppe qui est organisée avec une tête globulaire et une tige allongée en hélice alpha en trimère fonctionnent comme ça. Donc, c'est vrai pour les virus de la grippe, c'est vrai pour les VIH, c'est vrai pour les virus Ebola, c'est vrai pour les coronavirus. Et donc, on peut classer les domaines de fusion chez différents virus en trois types. Donc, le virus de la grippe, c'est un exemple, ou l'exemple, premier exemple d'un domaine de fusion dite de type 1, caractérisé par une organisation en trimère avec les protéines de fusion principalement composées de hélice alpha, principalement plutôt entièrement composées de hélice alpha. Et ces domaines de fusion sont organisés perpendiculairement à l'enveloppe virale, comme ça. Donc on a quelque chose de très différent chez les Flaviviridae et d'autres virus qui ont des domaines de fusion de type 2. Dans ce cas-là, le domaine de fusion est organisé en foyer bêta et avec deux glycoprotéines en dimère qui forment notre domaine de notre protéine de fusion. Et cette fois-ci, sur la particule virale, ces domaines de fusion sont aplatis à la surface de l'enveloppe virale. Alors, il existe aussi des domaines de fusion de type 3, mais ça ressemble un petit peu aux domaines de fusion de type 1. C'est-à-dire, on a une organisation en trimère et les domaines de fusion sont debout sur l'enveloppe virale. Alors, juste pour illustrer comment ça marche, je vais vous montrer d'abord. On a vu ça l'année dernière en microbio, il me semble. Hein. Donc, je ne vais peut-être pas vous le montrer. Vous pouvez le regarder après, c'est à vous de voir ça. Mais pour la dingue, je vais vous montrer comment ça marche. Ah, on va regarder, vous voulez regarder les deux ou pas? Oui, on regarde les deux? D'accord. Ok, bon. Ok, donc ça c'est notre particule ou virion de SARS-CoV-2, glycoprotéine de spike en trimère, et à l'intérieur on a la nucléocapside associée à l'ARN génomique. Et notre particule va s'attacher à la membrane plasmique d'une cellule épithéliale dans les voies respiratoires et va s'attacher d'abord à la protéine ACE2, avec 7 domaines sur la protéine S1, la RBD, le receptor binding domain. Ensuite, dans un deuxième temps, une protéase membranaire, le TMP-RSS2, va cliver les domaines S1 qui sont
la conformation compactée, mais le domaine de fusion va se déplier et projeter des peptides de fusion dans la membrane plasmique de la cellule. Ensuite, toute cette structure-là va se replier sur elle-même en entraînant l'enveloppe virale dans la membrane plasmique. Et du coup, on a une fusion membranaire et en quelque sorte, notre particule virale, la SARS-CoV-2, va se dissoudre dans la membrane plasmique. Et tout ce qui était à l'intérieur de notre virale va être livré dans le cytoplasme. D'accord, donc c'est ça. L'attachement d'entrée de SARS-CoV-2 et de coronavirus. Alors, pour le virus de la dengue, notre particule virale a une structure un peu plus plate parce que les glycoprotéines de surface sont aplaties sur l'enveloppe. Donc, l'attachement entraîne l'internalisation du virus dans un endosome, on a l'acidification, et cette acidification va faire en sorte, va modifier la conformation de nos glycoprotéines E1, E2, et au lieu d'être comme ça, ils vont se mettre debout comme ça. Et c'est ça qui fait que les peptides de fusion, qui sont un petit peu sur les bouts des doigts de ces structures-là, vont se retrouver projetés dans la membrane de l'endosome. Et à nouveau, cette structure-là est instable, donc elle va se replier sur elle-même, et ça va entraîner la fusion entre la membrane de l'endosome ici et l'enveloppe virale qui est en bas. Donc petit à petit, on a la fusion de ces deux membranes. Et une fois que l'on a ce qui va former une pore, et ce qui passe ici, c'est tout l'ARN génomique viral qui va rentrer dans le cytoplasme de la cellule. Okay, donc ça, c'est deux exemples de mécanismes de fusion membranaire. Alors, la fusion membranaire n'est pas quelque chose qui se passe spontanément. Après l'attachement d'un virus enveloppé à la surface de la cellule susceptible, il doit avoir un événement spécifique qui déclenche la fusion membranaire. Et cet événement, c'est soit la diminution du pH, changement de pH, donc ça c'est vrai pour le virus de la grippe et comme on a vu pour le virus de la dengue, soit c'est un clivage protéolytique, donc c'est ce qu'on a vu pour le SARS-CoV-2, et c'est vrai aussi pour les autres coronavirus. Donc on doit avoir un clivage entre les domaines S1 et S2. Ou alors, ça peut être juste l'interaction avec un corécepteur. Donc ça, c'est vrai pour le VIH et pour d'autres rétrovirus. Donc par exemple, en termes de corécepteur, pour le VIH, le récepteur d'attachement, c'est la molécule CD4. L'attachement sur le CD4 n'est pas suffisant pour enclencher l'entrée du virus. Il faut aussi que le corécepteur soit présent. Et ces corécepteurs sont des récepteurs de chimiokines, le CCR5 ou CXCR4. Pour le HTLV1, c'est un autre rétrovirus humain. Le corécepteur, c'est le transporteur de glucose GLUT1. Pour le virus Ebola Zaïre, le corécepteur, c'est la protéine NPC1 qui se retrouve dans l'endosome. Et pour le SARS-CoV-2, on peut aussi considérer que la protéase TMP-RSS2, c'est un corécepteur. Mais ce corécepteur fonctionne parce qu'il va cliver la glycoprotéine spike. Une dernière chose, c'est que un autre caractéristique en commun avec ces glycoprotéines organisées en trimères avec un domaine
une tête globulaire et une tige en hélice alpha, c'est que les deux domaines de la glycoprotéine de fusion sont exprimés à partir du même cadre ouvert de lecture. Donc initialement, on exprime la glycoprotéine d'enveloppe sous forme d'une sorte de précurseur qui doit être clivé dans ces deux protéines matures. Et donc, cette étape de clivage est ce qu'on appelle parfois la maturation de la particule virale. Donc, pour le virus de la grippe, l'hémagglutinine est exprimée d'abord sous une forme avec les HA1 et les HA2 ensemble. Donc, c'est ce qu'on appelle le HA0 qui doit être clivé pour donner les deux glycoprotéines d'enveloppe fonctionnelles. Pour le VIH, c'est un peu la même chose. On a l'expression du GP160 qui doit être clivé en GP120 et GP41. Pour le SARS-CoV-2, la glycoprotéine S est clivée en S1 et S2, etc., etc. Donc ici, on a toujours la même organisation avec la tête globulaire qui est en N-terminal et le domaine de fusion qui est en C-terminal de notre protéine précurseur. Alors, cette étape de clivage est effectuée par les protéases cellulaires. Donc, ce n'est pas une protéase virale qui fait ça, ce sont des protéases cellulaires. Et ces protéases sont soit ubiquitaires, comme les furines ou la peptidase de signal, donc n'importe quelle cellule exprime ces protéases-là, ou alors les protéases nécessaires pour la maturation des glycoprotéines d'enveloppe peuvent avoir une expression plutôt restreinte à certains tissus. Et c'est le cas pour la protéase qui clive l'hémagglutinine HA0 du virus de la grippe. C'est une des raisons pour lesquelles l'infection par ce virus reste localisée dans les voies respiratoires. Donc, l'hémagglutinine du virus de la grippe est une sorte d'exception parce que le récepteur, qui est l'acide sialique, est présent à peu près sur n'importe quelle cellule du corps. Et ce n'est pas la présence du récepteur qui est un facteur majeur dans le tropisme du virus. C'est plutôt l'expression de la protéase qui permet la libération de particules virales infectieuses, qui détermine le tropisme. Ok, donc on va voir si vous avez écouté et compris un peu tout ça. Donc je vous propose la prochaine question. Certaines de ces réponses, je n'ai pas explicitement dit dans le topo, mais vous pouvez trouver la bonne réponse par raisonnement. Oui, je pense. Oula. Vous n'arrivez pas à vous décider, j'ai l'impression.
Ok, on va regarder. Donc ça, c'est la réponse plus populaire. Ça, c'est le moins populaire. Et entre les deux, on a ces deux-là. Je pense que 3, c'est une bonne réponse. 3, c'est vrai. 1 et 2, c'est pas vrai. Et 4, ben, ça dépend. OK. Alors, 1, réponse 1, elle est pas correcte. Parce que, bon, et déclenché, ben, ouais, peut-être c'est mal exprimé comme énoncé. Mais l'interaction entre la glycoprotéine d'attachement et son récepteur n'est pas suffisant pour déclencher la fusion membranaire. Donc c'est nécessaire, mais il faut autre chose en plus. C'est un peu ça le sens de la question. Donc peut-être je devrais reformuler pour être plus clair là-dessus. Donc la réponse attendue était non parce qu'il faut autre chose en plus. Mais c'est vrai que c'est pas vraiment très, très clair. Alors, réponse 2, spécificité parce qu'on a une forte affinité d'interaction. Faux. Là, il faut se souvenir que l'interaction est de relativement faible affinité, mais de forte avidité, parce qu'on a plusieurs sites de fixation sur la même particule virale. Ça, c'est très important. Enfin, très important. Oui, c'est un truc important. Pourquoi c'est très important? C'est très important parce que l'immunité antivirale dépend en grande partie de la formation des anticorps neutralisants. Et les anticorps neutralisants se fixent sur les glycoprotéines d'enveloppe des virus enveloppés, par exemple. Et cette interaction est de forte affinité. Et puisque c'est une interaction de forte affinité entre les anticorps et les glycoprotéines d'enveloppe, c'est très efficace pour bloquer l'interaction entre les glycoprotéines d'enveloppe et les récepteurs. Parce que cette interaction avec les récepteurs, c'est plutôt faible affinité. Donc si on a un anticorps qui interagit avec forte affinité, ça va super bien marcher. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est important. 4. La fusion membranaire est accompagnée de la décapsulation. Après, je me suis dit, mais c'est quoi la bonne réponse à ça? Généralement, on peut dire oui si on considère que le terme décapsulation veut dire de façon générale la particule virale va se dissocier. Et dans ce cas-là, la fusion membranaire, effectivement, fait disparaître la particule virale, en quelque sorte. Mais si on est dans un terme strict avec un virus qui a une capside un peu comme ça, enveloppée, la fusion membranaire ici va faire va faire entrer une capside avec le génome à l'intérieur. Et donc, la fusion membranaire, c'est pas vraiment ça qui libère le génome de l'intérieur de la capside. Donc, la réponse est, ça dépend. Okay, donc, si on a une capside qui est dans la particule virale, la fusion membranaire n'entraîne pas forcément la décapsidation. Si ce que l'on a à l'intérieur, c'est juste un ARN, ok, on a l'entrée, la fusion membranaire entraîne la décapsidation. Et la dernière question 3, la réponse est oui. Les domaines de fusion sont impliqués dans la formation de syncytia. C'est quoi un syncytium? Si vous vous souvenez, c'est lorsqu'on a des cellules et on a là dans le lot une cellule infectée. Si cette cellule infectée est infectée par un virus enveloppé et la glycoprotéine d'enveloppe est exprimée à la surface de cette cellule infectée, la glycoprotéine d'enveloppe virale va interagir avec des récepteurs sur les cellules non infectées. Et dans certains cas, ça peut activer aussi les domaines de fusion. Et du coup, si j'ai une fusion entre la membrane de cette cellule-là et la membrane de cette cellule-là, ça va me donner un syncytium. 3 cellules avec les membranes plasmiques qui ont fusionné. Donc la réponse à la question 3 était oui.
c'est l'action des domaines de fusion des glycoprotéines d'enveloppe virale qui entraîne à la formation de cette fichier, qui est un des effets cytopathogènes caractéristiques de certains virus. Ok, donc là c'est pour les virus enveloppés. Comment font les virus non enveloppés pour s'attacher et rentrer dans des cellules? Donc là, on va regarder juste deux exemples. D'abord, le virus de la poliomyélite et les rhinovirus, qui sont des Picornaviridae. Alors, ce sont des petits virus avec un génome en ARN entouré d'une capsule composée de 4 protéines, VP1, VP2, VP3 et VP4. VP1, VP2 et VP3 sont à la surface de la capsule. La protéine VP4 est à l'intérieur. Et le site d'interaction entre le particules virales et le récepteur est une poche composée par différentes réserves de protéines VP1, VP2 et VP3. Donc, pour les rhinovirus, le groupe majeur, le récepteur, c'est la protéine cellulaire UCAN1. Et lorsque l'UCAN1 se fixe sur la capside, ça va directement entraîner un remaniement de la structure de ces protéines de capside. La première chose qui va se passer, c'est que ce protéine pocket factor, c'est une molécule lipidique, la sphingosine, qui s'insère dans une sorte de cavité à l'intérieur de la protéine VP1. Et la présence de la sphingosine stabilise la structure de la capside. Donc, lorsque le virus interagit avec son récepteur, la première chose qui va se passer, c'est que cette lipide, la sphingosine, sera éjectée. Donc, on a une sorte de trou vide ici. Et cette élimination de la sphingosine, le pocket factor, déstabilise l'organisation des protéines de capside. Et ce qui va se passer, c'est que les domaines hydrophobes de la protéine VP1 sont projetés dans la membrane plasmique, ainsi que les régions hydrophobes de la protéine VP4. Et ça va former un pore qui traverse la membrane plasmique. Et ensuite, l'ARN viral va rentrer dans le cytoplasme de la cellule. Donc, on a un processus, interaction avec le récepteur, déstabilisation de la capside, formation d'un pore protéique à travers la membrane plasmique, et puis ensuite l'entrée de l'ARN. Alors, chez d'autres picornavirus, cette déstabilisation de la capside se fait en deux fois. Donc d'abord, on a l'internalisation de la particule virale par endocytose, et ensuite, c'est l'acidification de l'endosome qui va provoquer le changement conformationnel qui permet à la formation de cette pore qui traverse la membrane de l'endosome. Donc ça, c'est un exemple d'un virus non enveloppé, un virus nu. Et ça marche globalement jusque-là. On a vu des virus qui font rentrer leur génome dans le cytoplasme de la cellule, dans le cytosol. Mais il y a beaucoup de virus qui se répliquent dans le noyau. Donc dans ce cas-là, l'entrée, c'est tout le processus qui mène à la livraison, aux livraisons du génome du virus dans le noyau. Et un exemple de ce processus, c'est l'attachement et l'entrée des adénovirus. Les adénovirus, ce sont des virus non enveloppés, comme ADN-W1, avec une forme de capside vraiment très typique, avec une capside icosahedrique, mais avec une spicule sur chaque sommet de notre capside. Et dans l'ordre, la première chose qui va se passer, c'est que les spicules qui sont formées d'une sorte de trimère, de tête globulaire et une sorte de tige en hélicoïdale, ce sont les protéines de la spicule qui vont interagir avec les récepteurs.
qui s'appelle le CAR, le récepteur aux adénovirus et aux coxsackie-virus. Alors, l'attachement, c'est pas suffisant, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant pour entraîner l'internalisation. En deuxième temps, les intégrines exprimées par la cellule vont devoir se fixer sur un motif RGD, sur cette protéine protéine, les protéines à la base de spicule. Et c'est cette interaction-là qui va permettre l'entrée de la particule virale par endocytose. Notre endolysosome va s'acidifier et du coup, on aura une sorte de déstabilisation de la particule virale qui va libérer la protéine 6. C'est ici, on intervient juste à la base de spicule. La protéine 6 va perturber la membrane de l'endolysosome et permet la libération d'une particule virale qui est partiellement démontée ou désassemblée. Alors, prochain défi pour le particule virale, c'est comment arriver au noyau. Et elle va emprunter le réseau de transport sur les microtubules cellulaires. Et ce sont les protéines majeures de la capsule, les hexones, qui vont interagir avec la dynéine. Et du coup, le dynéine médie le transport, comment on appelle ça, rétro quelque chose. Transport vésiculaire dans des cellules. Ouais, c'est ça. Rétrograde et l'inverse, c'est antérograde, c'est ça. Ouais. Donc on va avoir le transport rétrograde des particules virales qui empruntent le réseau de microtubules jusqu'à la proximité du noyau. Et ensuite, ce sont encore les protéines d'exon qui vont interagir et se fixer sur les canaux d'entrée nucléaire, les pores d'entrée nucléaire. Et une fois arrivé aux portes du noyau, c'est là où la décapsidation se termine et on a le démontage de ce qui reste de la capside et l'entrée de l'ADN viral dans le noyau. Donc ça, c'est pour les adénovirus, un exemple de mécanisme d'entrée nucléaire avec la capside qui arrive sur les pores d'entrée nucléaire et cette interaction va aboutir à la désagrégation complète de la capside et l'entrée juste de l'ADN. Les plus petits virus à ADN comme les parvoviridae, c'est la capside entière qui peut passer à travers le pore d'entrée nucléaire. Et ensuite, la décapsidation se fait après l'entrée nucléaire. Et c'est aussi vrai un petit peu pour les virus, les nucléocapsides du virus de la grippe. Le virus de la grippe, c'est un peu une exception, c'est un virus à ARN, mais qui se réplique dans le noyau. Et dans ce cas-là, en fait, les nucléocapsides sont suffisamment petits pour être importés à travers les pores d'entrée nucléaire. Via un signal de localisation nucléaire porté sur les protéines de nucléocapsides. Et dernier mécanisme, c'est une sorte de docking spécifique entre les protéines qui forment une sorte de petit colle sur la particule virale et les protéines du pore nucléaire. Et on a une sorte d'injection directe de l'ADN dans le noyau. Ça pourrait peut-être vous rappeler quelque chose qu'on a vu l'année dernière. C'est quoi ça? Quoi, mon dessin est nul, c'est ça que vous êtes en train de dire? Bactériophage, oui, ok. Bactériophage, génome en ADN double brun. Lorsqu'il rentre,
on a le col qui va percer un trou dans le peptidoglycane, qui va traverser la membrane de la bactérie. Et ensuite, on a l'injection de l'ADN à travers cette structure, la queue hélicoïdale. Les herpesvirus ont une capside qui a une structure un peu semblable. C'est un peu comme les Podoviridae, avec sur un des sommets de la capside, on a une sorte de colle protéique, ADN double brin à l'intérieur de la capside. Lorsqu'on a notre particule virale qui interagit avec les protéines du port nucléaire, c'est ça qui va déclencher l'injection de l'ADN dans le noyau. Et donc, c'est un des caractéristiques partagées entre les herpesvirus et les codovirales, les bactériophages à queue, qui suggèrent très fortement qu'il y a une relation phylogénétique entre ces deux groupes de virus. Et ce n'est pas la seule chose, mais il y a plusieurs aspects de leur site d'application et quelques éléments de structure de leur protéine de capside qui font penser qu'en fait, c'est un peu la même chose, mais c'est juste l'adaptation de ces virus-là à un autre eucaryote. Donc, au lieu d'injecter l'ADN dans le cytoplasme chez les bactéries, les herpesvirus injectent leur ADN dans le noyau de cellules eucaryotes. OK, donc stratégie d'entrée nucléaire. Donc là, on a fini pour l'attachement et l'entrée. Donc, on va continuer sur les stratégies de réplication. Donc, juste pour les points à retenir ici. Donc, l'attachement et l'entrée des virus démarre par l'interaction spécifique entre une protéine d'attachement ou une glycoprotéine d'attachement virale et un récepteur sur la cellule hôte, sauf pour les virus des plantes. C'est une exception importante. Aucun virus des plantes ne se sert d'un récepteur spécifique sur la cellule hôte. Une chose qui est importante à comprendre, c'est que la structure de la particule virale va déterminer le mécanisme d'entrée qui a lieu, qui va se déclencher après l'attachement. Pour les virus enveloppés, la fusion membranaire entre l'enveloppe virale et une membrane cellulaire est absolument nécessaire. Pour les virus nus, on a soit deux choses. Soit on a la formation d'un portail dans la capside qui va permettre la sortie de l'acide nucléique du génome, ou alors, à un moment donné, la capside doit se désagréger et libérer l'acide nucléique. Souvent, la présence d'un récepteur sur certains types cellulaires dans l'organisme hôte est le facteur majeur dans le tropisme du virus, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, le virus de la grippe étant une exception où c'est plutôt la protéase qui effectue la maturation protéolytique de l'hémagglutinine qui est le facteur majeur du tropisme. OK, donc on va continuer sur la réplication et l'expression génique. Donc, on va essayer de faire ces deux choses-là un petit peu ensemble parce que ce sont des processus qui sont liés chez les virus et qui se déclenchent après l'étape de décapsulation. Alors, pour l'attachement et l'entrée, ce qui est important, c'est la structure de la particule virale. Pour les stratégies de réplication et d'expression du génomique, ce qui est important, c'est la structure du génome. Donc, si notre génome est en ADN ou en ARN, simple brin, double brin, etc. Et donc, ici, sur mon schéma, j'ai représenté les différentes classes de virus dans la classification de Baltimore. Et la taille de la police est proportionnelle au nombre de familles de virus distinctes dans chaque classe. Et j'ai essayé de donner un peu une sorte d'image pour illustrer le type de particule virale qui est associée avec les virus de chaque classe. En tout cas, chez les virus eucaryotes. Et ce que vous pouvez voir, c'est que les deux formes majeures
ce sont les virus à ADN double brin et les virus à ARN brin plus, et qui sont aussi associés avec des formes de capsides les plus diverses. Donc les deux types de génomes que l'on trouve le plus souvent chez les virus, c'est soit en ADN double brin, soit en ARN brin plus. Et ça, c'est lié à peu près à leur stratégie de réplication et d'expression. Parce que chez les virus à ADN double brin, la stratégie de réplication, c'est de se faire passer pour l'ADN génomique de la cellule infectée. Pour les virus à ARN brin plus, leur stratégie de réplication, c'est de se faire passer pour un ARN messager, pour faire traduire la protéine par le ribosome cellulaire. Et donc, globalement, ce qui se passe, c'est que la grande majorité des virus à ADN vont se répliquer dans le noyau, tandis que la grande majorité des virus à ARN vont se répliquer dans le cytoplasme. Mais il y a des exceptions dans les deux sens. Il y a des virus à ADN qui se répliquent dans le cytoplasme, et il y a des virus à ARN, comme le virus de la grippe, qui se répliquent dans le noyau. Mais globalement, le grand principe, c'est ça. Les virus à ADN, ils essaient de se faire passer pour l'ADN cellulaire, et les virus à ARN, en tout cas ARN brin plus, se font passer pour les ARN messagers. Alors, ce que l'on va faire, c'est d'abord regarder les stratégies de réplication et expression de gènes chez les virus à ADN, ou quelques virus à ADN, et ensuite on fera les autres. Donc, d'abord, je pensais vous présenter quelques virus à ADN, parce que sinon, les exemples et les mécanismes qui vont suivre après, ça va être un peu détaché d'une... vont sembler être un petit peu des trucs évoqués comme ça, un peu dans le vide, quoi. Donc d'abord, je vais vous donner quelques présentations générales des différents virus que l'on va essayer de comprendre. Alors, en commençant avec les virus à ADN les plus simples, et on va aller vers le plus complexe. Donc le premier exemple, ça va être la famille des Polyomaviridae, qui sont les petits virus à ADN avec une capside icosaédrique non enveloppée, qui englobe un génome en ADN double brin circulaire avec un petit génome environ 5 kb. L'exemple initial, c'est le virus SV40, isolé en 1960 à partir de cellules de rein de singe qui étaient utilisées pour préparer le vaccin contre la poliomyélite. Alors, il y a plusieurs polyomavirus humains, la plupart sont parfaitement inoffensives et font partie peut-être de notre virome, notre microbiome normal. Mais il y en a deux qui peuvent provoquer des pathologies, le polyomavirus B1 et le polyomavirus JC, qui ont été identifiés dans les années 1970. Et ces virus-là infectent beaucoup de monde et vont provoquer des maladies uniquement chez les personnes qui sont immunodéprimées. Alors, donc, ces virus vont nous infecter dès l'enfance pour le polyomavirus B1. Ils ne provoquent pas vraiment de symptômes, mais ils restent latents dans le rein pendant des années et des années. Et si vous avez le malheur d'avoir besoin d'une greffe de rein, c'est à ce moment-là que le virus peut se réveiller et causer des problèmes. Alors, les adénovirus, c'est notre prochaine famille, les Adenoviridae, qui sont découpés en deux subfamilles, les mast adenovirinae qui infectent des mammifères et les aviadenovirinae qui infectent des oiseaux. Encore capside icosaédrique non enveloppée, cette fois-ci un peu plus grande, avec cette forme caractéristique avec des spicules sur le flanc sommet de la capside. Encore un génome en ADN double brin, cette fois-ci linéaire et un génome un peu plus grand. Alors, ces virus, les adénovirus, sont toujours
des virus, enfin, provoquent toujours des infections lytiques. Ils peuvent infecter des cellules quiescentes, c'est-à-dire qui ne se divisent pas et ne sont pas associés au cancer. Et c'est pour ça qu'ils ont été développés un petit peu d'abord comme vecteurs pour la thérapie génique, mais en fait, ils provoquent trop de réponses inflammatoires et de réponses immunes pour être utilisés dans ce sens-là, mais ils ont été développés comme vecteurs de vaccins. Par exemple, le vaccin contre le SARS-CoV-2 de AstraZeneca, c'est un adénovirus recombinant. Alors, que dire pour ça? Donc, les adénovirus provoquent des infections respiratoires ou des gastroentérites, donc des infections aiguës, vraiment pas vraiment sévères. Hein, d'accord? Donc, on a tous été infectés de multiples fois par des adénovirus, ça va nous donner des symptômes d'un rhume ou une gastroentérite, selon le génotype. Troisième exemple, ce sont les herpès viridae, que l'on décline en 3 sous-familles, les alpha, bêta et gamma herpès virus. Alors, cette fois-ci, encore plus grande en termes de structure de particules et du génome. Donc, cette fois-ci, la taille du génome dépasse les 100 kilobases en longueur. La particule virale, c'est une capside icosaédrique entourée d'une enveloppe virale, donc ce sont les virus enveloppés, et avec des protéines de téguments qui sont entre la capside et l'enveloppe. Le nom de cette famille de virus, les herpès viridae, vient un petit peu des caractéristiques de leur pathologie, c'est-à-dire tous les herpès virus sont les maîtres de l'infection, des infections latentes. C'est-à-dire que on va, ouais, par exemple, probablement 80% des personnes, dans l'ouest de la France, c'est un peu moins, peut-être 70% de la population adulte est séropositive pour le virus Epstein-Barr. Et cette infection va rester latente tout au long de la vie. Pareil pour le CMV, pour le virus herpès simplex. Mais sous différentes conditions, ces virus peuvent se réactiver. Donc le classique, c'est par exemple le virus de la varicelle, c'est un bêta-herpès virus. Si on a une varicelle, c'est une infection à l'enfance, mais des années, des décennies plus tard, il peut donner une zona lorsqu'on est plus de 50 ans d'âge. Et c'est le même virus qui est resté latent pendant toutes ces décennies-là. Et donc, l'impression qu'avaient des virologues, c'était que ces virus étaient un peu comme des serpents qui rampaient dans l'herbe longue. On ne les voyait pas, mais ils étaient cachés. À un moment donné, ils pouvaient sortir pour vous mordre. Donc, le nom herpès virus vient de là. Ok, sorte de longue introduction. Donc, globalement, infection dès l'enfance, symptomatique ou pas. Phase de latence et la possibilité de se réactiver et donner des symptômes beaucoup plus tardivement dans la vie. La classification en alpha, bêta et gamma dépend du séquence génomique. Oui, j'ai une question. Je pense qu'avec l'âge, on a notre système immunitaire qui devient un peu sénescent. Et probablement, c'est la réponse immune cellulaire qui est extrêmement importante pour maintenir et contrôler la latence des herpès virus. Donc, si on a un peu nos lymphocytes de mémoire qui se fatiguent un petit peu parce qu'ils ont été sollicités pendant 50 ans, en fait, le virus peut se réactiver et puis donner des symptômes. Pour les herpès simplex 1, c'est plus connu, les facteurs qui déclenchent les rayonnements UV, le stress, l'inflammation. Donc, d'où la dénomination bouton de fièvre. Mais pour le varicelle et le zona, c'est fortement lié à l'âge. Pour le CMV et le BV, c'est lié à l'immunosuppression. Quelqu'un qui a une greffe
de moelle osseuse, il ne va plus avoir de système immunitaire, et ça peut permettre ces virus de se réactiver et provoquer des problèmes. Oui, d'autres choses. Oui, les gamma-herpès virus sont associés au cancer humain. Le virus Epstein-Barr est associé à différents types de lymphome B. OK, notre dernier exemple de virus à ADN, ce sont les baculovirus. Important à comprendre parce que vous allez les utiliser en TP. Donc les Baculoviridae c'est une famille qui est découpée en deux genres, les granulovirus et les nucléopolyhedrovirus. Donc tous ces virus-là, ce sont les virus avec une virus ADN avec une capside hélicoïdale mais enveloppée. Donc ça, c'est une image d'une particule virale d'un baculovirus. Le génome assez grand, 80 ou plus de 100 kilobases de longueur en ADN circulaire, double brun. Alors, les baculoviridae ont la particularité de libérer des particules virales sous deux formes différentes. Donc, soit les formes bourgeonnées, les particules virales libres qui sont sécrétées à l'extérieur des cellules infectées, ou alors ce qu'on appelle les formes occludées, où on a des particules virales qui sont encastrées dans une matrice de protéines qui s'appelle la polyédrine. Et ces complexes de polyédrine plus des particules virales se forment dans le noyau. Et donc, on a un effet cytopathogène très caractéristique des baculovirus, c'est-à-dire la formation de ces corps d'occlusion dans le noyau que l'on voit ici. Alors, les deux genres se distinguent par l'aspect de leur corps d'occlusion. Soit ils ont un aspect granulaire, qui sont caractéristiques du genre granulovirus, soit les corps d'occlusion ont un aspect cristallin, ce qui est le propre des nucléopolyhedrovirus. Donc, les baculovirus sont les virus qui infectent des arthropodes et sont intéressants, en tout cas pour nous, parce qu'on les a proposés comme insecticides biologiques pour contrôler des insectes ravageurs. Et une espèce de baculovirus en particulier, la ACMNPV, a été développée comme un vecteur pour l'expression de protéines recombinantes. Donc c'est quelque chose qui est utilisé en biotechnologie. Dernier exemple, et après, je vais peut-être juste faire un truc après. Ce sont un exemple d'un virus à ADN simple brun, les Parvoviridae, qui sont les tout plus petits, une capside non enveloppée icosaédrique T égale 1, qui entoure une ADN simple brun linéaire de 5 kilobases. Alors, les génomes ici sont vraiment très très simples, codant pour une protéine de capside et une protéine qui aide la réplication de l'ADN viral. Mais ces virus-là, pour la plupart, ne sont pas capables de se répliquer de façon autonome, sauf pour le parvovirus B19. Mais les autres, en tout cas, ouais, ok. La plupart des parvovirus qui infectent les mammifères, ce sont ce qu'on appelle les dépendovirus, parce que leur réplication est dépendante d'une co-infection par un virus auxiliaire, qui est soit un adénovirus, soit un herpesvirus. Parce que les adénovirus ou les herpesvirus vont apporter ou vont faire exprimer par la cellule infectée les différents facteurs nécessaires pour la réplication de l'ADN. Et en fait, les virus adéno-associés, les AAV, ont été découverts comme une sorte de contaminant dans les préparations des adénovirus. Donc ici, on voit la particule de l'adénovirus ici, là, et à côté, on a les particules de AAV, de virus adéno-associés. Alors, les virus adéno-associés provoquent
les infections chez l'humain, pour la plupart, asymptomatiques. Ils ne sont jamais seuls, ils sont associés aux infections des adénovirus. Les rétrovirus parvovirus B19 donnent une infection chez l'enfant. Et les AAV ne sont pas associés au cancer. Donc, ils ont été développés comme vecteurs pour la thérapie génique. Donc, il y a pas mal de protocoles de thérapie génique qui emploient des vecteurs AAV. Et il y a un labo à Nantes qui est spécialisé là-dedans. OK, on va faire ça après. Je pense que je vais présenter ces deux diapositives et puis après je m'arrête là à l'heure. Okay, mais, quel est le problème pour les virus à ADN? Ben, ils doivent répliquer leur génome et ils doivent exprimer leur génome. Donc pour répliquer une molécule d'ADN, ben, on a besoin d'un tout un tas d'enzymes, des ADN polymérases, mais pas que ça. Des hélicases, des primases, etc. Tout ce qui est nécessaire pour répliquer l'ADN, il faut le faire. Et le virus en a besoin. Et aussi, le virus, pour répliquer de l'ADN, a besoin de désoxynucléotides triphosphates, qui ne sont pas forcément présentes en grande quantité dans la cellule infectée. Une cellule qui n'est pas en train de se répliquer, qui est en phase G0 du cycle cellulaire, ne va pas avoir une grande concentration de désoxynucléotides triphosphates. Et aussi, le virus, pour se répliquer efficacement, va devoir soit exprimer des gènes à des polymérases virales, ou alors utiliser des enzymes cellulaires, mais dans ce cas-là, il va devoir diriger les enzymes cellulaires vers l'ADN viral. Et donc, tous les virus à ADN ont besoin d'avoir leur propre origine de réplication virale qui va favoriser la réplication de l'ADN viral et pas juste tout l'ADN qui est dans la cellule. Deuxième problème pour les virus, c'est pour exprimer leur génome. Bon, on a besoin de transcrire l'ADN en ARN, donc on a besoin d'un ARN polymérase, mais on a aussi besoin de transcrire et produire un ARN messager avec une coiffe en 5', un queue poly-A, etc. Alors, différents virus ADN emploient différentes stratégies pour effectuer ces deux processus essentiels. Et le premier choix, un petit peu pour un virus, c'est est-ce que je vais me répliquer dans le noyau ou dans le cytoplasme? Donc, si le virus va rester dans le cytoplasme, ça veut dire que le virus n'a pas accès à toute la machinerie cellulaire, ni pour la réplication de l'ADN, ni pour la transcription des ARN messagers. Et dans ce cas-là, le virus doit faire tout ça pour lui-même. Et ça nécessite pas mal de capacité d'encodage dans le génome. Donc, ce ne sont que des gros virus, les Poxviridae et les virus géants qui peuvent se répliquer dans le cytoplasme, les virus à ADN. Alors, si le virus dit « OK, ça a l'air d'être trop de boulot, je préfère rester dans le noyau », comment on va faire? Est-ce que la cellule que j'ai infectée est en cycle cellulaire? Si le virus ma cellule est en cycle cellulaire, ça veut dire que toutes les enzymes nécessaires pour la réplication de l'ADN sont déjà là, présentes, exprimées, et donc je n'ai pas besoin de faire grand-chose. Donc ça, c'est par exemple le parvovirus B19 réplique, infecte spécifiquement les érythroblastes et les cellules souches hématopoïétiques qui sont en cycle cellulaire tout le temps pour produire toutes les cellules du système, toutes les cellules du sang. Donc, le virus se réplique dans une cellule qui se divise activement et du coup, il n'a pas besoin de coder pour grand-chose. Alors, si la cellule que j'ai infectée n'est pas en cycle cellulaire, bon, j'ai peut-être accès à la machinerie cellulaire, mais elle est inactive. Alors, un choix qui est ouvert au virus, c'est d'induire le cycle cellulaire chez la cellule infectée. Et dans ce cas-là, la cellule va commencer à exprimer l'ADN polymérase, produire des désoxynucléotides triphosphates et tout ça. Et donc, si le virus fait ça, on peut activer toutes les enzymes de l'hôte.
Et ça, c'est la stratégie employée par les polyomaviridæ, les papillomaviridæ et les adénovirus. Si le virus se réplique dans le noyau, mais qui n'induit pas la réplication, la division cellulaire, bah alors le virus va devoir s'occuper lui-même de sa propre réplication d'ADN. Et encore une fois, sera obligé de coder pour tout un tas d'enzymes impliqués dans l'implication de l'ADN. Et du coup, les génomes ici vont être plus complexes que les génomes des virus qui emploient d'autres stratégies. D'accord? Donc les herpesvirus et le baculovirus sont relativement indépendants en ce qui concerne leur application de leur ADN et la transcription de leur gène. Et donc c'est pour ça que ils peuvent le faire parce qu'ils ont un génome plus grand et plus complexe. Ok, je vais m'arrêter là et puis on reprendra lundi 11h pour la suite des virus à ADN et on enchaînera sur les virus à ARN.